Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et vous avez un Antoine Gagné aujourd'hui qui s'est ennuyé parce que la semaine dernière, il était tout seul. Jonathan Léveillé était à Chicago pour assister à un congrès excessivement important dans son industrie et il va venir nous en parler aujourd'hui avec énormément de nouvelles, énormément de nouveautés. Jonathan, comment ça se déroule? Antoine, ça va super bien de retour. Une longue semaine quand même épuisante. Hein? On vieillit, puis c'est un petit peu plus difficile pour le corps et l'énergie, mais ça a été une semaine vraiment, vraiment incroyable. C'était ma première expérience au salon FabTech. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi le FabTech, c'est le plus gros show international pour les manufacturiers. C'est 1500 exposants qui se réunissent au même endroit et cette année, ça avait lieu à Chicago. Juste pour vous donner une idée de grandeur là, du salon, là, j'étais là pendant 4 jours. J'ai marché à peu près 15 km par jour, traqué par un device que j'avais avec moi. Et j'ai pas réussi à faire l'entièreté du tour complet du show. Et pour vous mettre ça encore en perspective, Palais des Congrès, on parle à peu près 500 000 pieds carrés d'exposition. Eh bien, au centre McCormick, à l'endroit où ça a lieu, c'est 2,5 millions de pieds carrés. Donc, il y a 4 bâtisses là-bas qui sont tous plus grandes que le Palais des Congrès à Montréal. Donc, c'est gigantesque, c'est énorme. Et j'adore calculer, là, on parle de 1500 exposants. Pour avoir parlé avec beaucoup d'exposants là-bas, ça coûte environ 100 000 $ en frais pour aller sur place, louer l'espace, louer l'équipement, faire monter le boot, démonter le boot, les frais d'hôtel et tout le reste, amener la machinerie. À 1500 exposants, là, c'est à peu près 150 millions de dollars qui est dépensé en 4 jours pour ce show-là. Et si vous êtes manufacturier ici au Québec, c'est vraiment le FabTech, l'endroit pour aller chercher tout ce qui se passe comme nouvelles tendances, comme nouvelles technologies. Et c'est hallucinant ce qu'on peut voir là-bas. C'est un petit peu comme le Consumer Electronic Show du manufacturier. Et là, tout le monde se rejoint là chaque année. C'est en rotation d'une année à l'autre entre Chicago, Atlanta et Las Vegas. On a droit à notre version canadienne à Toronto qui est très, très, très réduite. Mais si vous êtes des manufacturiers, je vous conseille fortement d'aller visiter ça au FabTech. C'est complètement hallucinant. Et je vous ai ramené un petit peu là, les tendances que j'ai vues là-bas et les nouvelles choses. Là, et je voulais vous en partager quelques-unes aujourd'hui sur le podcast. Ça va faire partie d'un article de blog que je vais sortir sur le site d'OpenMind dans les prochaines semaines. Et la première tendance que je voyais, c'est absolument l'automatisation et la robotique, mais c'est la montée en flèche de tout ce qui est les robots universels. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, Antoine, dans le passé. Je vais te laisser nous l'expliquer, je pense bien. Donc, on a, entre autres, une belle entreprise québécoise qui est Kinova, que peut-être quelques personnes qui nous écoutent connaissent, qui fabrique ce genre de robots-là. C'est des bras robotisés qui peuvent être équipés par la suite de n'importe quel outil. Donc, on est capable à ce moment-là de simuler un peu un bras humain qui peut se déplacer et aller chercher différents outils pour fabriquer, par exemple, une pièce. Donc, si on avait besoin d'une section de découpe, il va aller chercher un outil pour faire une découpe. Si on a besoin d'une section pour souder, il va aller chercher l'outil pour souder. Si on a besoin de déplacer la pièce pour en amener une autre, il va aller chercher un outil avec une ventouse pour prendre la pièce et aller déposer l'autre pièce. Donc, ça l'amène énormément de possibilités pour un seul robot. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça des robots universels. Donc, on voit une montée en flèche. Il y avait tellement d'exposants avec différents modèles. Et pour avoir parlé avec des clients qui en ont acheté, puis les fabricants, ça l'amène une grande vélocité dans les usines pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre, mais surtout être capable de faire des chiffres de travail sur 24 heures sans la nécessité nécessairement d'humains. Parce qu'on le sait, entre autres, ici au Québec, au Canada, la grande difficulté des manufacturiers, c'est le manque de main-d'œuvre, c'est la difficulté aussi à avoir de la bonne main-d'œuvre pour des chiffres de soir, des chiffres de fin de semaine, des chiffres de nuit. Donc, la montée en flèche de ces fameux robots-là, les robots universels et les cobots qu'on appelle, c'est des robots qui vont venir aider l'humain à être plus efficace. C'est hallucinant. Je dirais à peu près un tiers des exposants, c'était ce type de technologie-là qui est rendu extrêmement avancé. Et c'est complètement hallucinant d'aller voir ça en temps réel là-bas. Fait que ça part vraiment de faire des soudures à faire de la découpe, à déplacer des pièces, à plier des pièces. C'est vraiment impressionnant de voir ça sur place en temps réel. Fait que ça, c'est la première tendance qu'on voyait en flèche. Là.
Et toi, juste pour être certain, pour donner du contexte à notre audience, des raisons pourquoi tu étais là-bas, c'est qu'une grosse partie des clients avec qui tu travailles sont dans cette catégorie, si je ne me trompe pas. Exactement. On a une verticale qui est très, très, très poussée en expertise dans le manufacturier, entre autres dans l'industrie, tout ce qui est transformation et distribution des métaux. Donc, on a des gros Hmm. joueurs ici au Québec qui sont des manufacturiers, qui sont des distributeurs là, dans l'industrie de l'acier et de l'aluminium. Donc, on allait voir un petit peu ce qui se passait là-bas pour ramener les technologies, voir également c'est quoi les tendances et comment qu'on pouvait apporter encore plus d'expertise et de pertinence à notre clientèle cible. Donc, si vous êtes dans cette industrie-là, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous discuter avec nous chez OpenMind. Donc, première tendance, automatisation et la robotique par les robots universels. La deuxième tendance, et je connaissais peu ou pas ça, mais c'est la fabrication additive qui est également l'impression 3D. Donc, fabrication additive, ça ne me disait pas grand-chose. Ils sont rendus capables, Antoine, d'imprimer des pièces dans des imprimantes 3D, mais de manière assez impressionnante, allant plus juste du plastique, mais du métal. Donc, on est capable de fabriquer des pièces en métal par impression, donc par fabrication additive. Et ça l'ouvre un nouveau monde de comment réussir à produire des pièces avec un beaucoup plus faible coût. Et ça l'ouvre également des possibilités de créer des pièces complexes qui n'existaient pas dans le passé. On peut penser par exemple à un moteur, à une culasse d'un moteur, donc la base d'un moteur qu'il faut faire des trous à l'intérieur et réussir à faire des canaux dans lesquels le liquide refroidissement va circuler. C'est difficile à fabriquer dans une méthode traditionnelle parce qu'il faut faire des trous, il faut Hmm. avoir des systèmes avec des mèches. Donc, c'est pas possible de créer les canalisations de manière aussi flexible que si on l'invente par ordinateur et qu'on l'imprime par la suite. Donc, pour tout ce qui est, entre autres, l'aéronautique, c'est en train de révolutionner la capacité à apporter des nouvelles personnalisations de pièces et d'enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes dans la production. Et l'autre élément qui est super intéressant, c'est dans la fabrication de prototypes rapides. Donc, au lieu de faire un plan 3D sur l'ordinateur et de l'envoyer en usinage, ça va prendre des semaines, on n'est pas trop sûr du résultat, mais l'ingénieur peut tout de suite imprimer sa pièce, son prototype et de voir si ça fait du sens et faire à ce moment-là des tests sur cette pièce-là pour voir si la résistance ou les propriétés recherchées sont là. Donc, c'est en train d'arriver, je pense, à une maturité que si vous êtes manufacturier au Québec, regardez ça parce que je le répète souvent d'un podcast à l'autre, la technologie, que ce soit de la machinerie ou du logiciel, peut faire que votre cost, ou plutôt votre vendant devient le cost de votre compétiteur. Et avec ce genre de technologie-là, l'impression 3D, fabrication additive, ça va réduire de beaucoup les coûts de fabrication, mais également les coûts de prototypage. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut innover, ça va vous prendre ça dans votre usine, c'est sûr et certain. Puis les premiers qui vont choisir les bonnes technologies vont sûrement avoir une belle longueur d'avance sur la compétition. C'était la deuxième grande tendance que je voyais au FabTech là, dans les dernières journées. Bon, t'écoutes pour la troisième? Troisième, c'est la montée en flèche de l'Internet des objets et de l'industrie 4.0. Mais là, ça, on l'a tellement entendu et c'est Bien tellement un sûr. terme galvaudé. Puis là, je vais l'amener vraiment dans quelque chose de pratique. Il y a vraiment Et une est-ce que ça s'est montée, matérialisé? Parce que ça serait une absolument. question. Ça s'est matérialisé pour vrai parce que c'était un thème redondant et qu'on entendait comme pas possible dans les dernières années. Et j'ai l'impression qu'à un certain point, tout le monde courait dans cette catégorie-là, mais j'ai eu de la misère à le voir autour de moi se matérialiser, du moins dans un contexte, on va dire, individuel, d'un individu à l'autre. Peut-être dans le domaine commercial, c'est autre chose, par contre. Mais on le voit dans le manufacturier présentement, puis quelques exemples concrets, moi j'ai vu là-bas, les systèmes de maintenance préventive sur la machinerie sont rendus extrêmement poussés et utilisent l'Internet des objets. Donc, dans une usine plus traditionnelle, il va y avoir des gens qui vont faire des maintenances sur les machines. Ce qui coûte très cher à des manufacturiers, c'est quand les machines sont arrêtées. Donc, difficulté d'arriver à leur quota de production et le profit disparaît à ce moment-là. Donc, l'importance que les machines fonctionnent bien et qu'il n'y ait pas d'arrêt est extrêmement requis. Il y a moyen de mettre des capteurs maintenant sur les machines, autant des capteurs physiques que des capteurs, par exemple, des caméras qui pourraient commencer à regarder c'est quoi l'usure des machines et envoyer des signaux
pour dire, oups, cette machine-là a besoin d'une maintenance plus rapide que prévu finalement, parce que sinon, il va y avoir un arrêt probablement dans une semaine ou deux. Et là, tout ça, tous ces capteurs-là sont reliés à un logiciel qui va envoyer de l'information à l'équipe de maintenance préventive. Donc, Internet des objets sous l'aspect maintenance préventive et d'avoir des signaux, on est rendu là. Les capteurs sont rendus là et on est également rendu là sur le côté logiciel qui va donner la bonne information aux équipes préventives pour vraiment augmenter le temps de fonctionnement des machines qui fait toute la différence dans la productivité puis la profitabilité d'une usine. Donc ça, c'est le premier cas au niveau du IoT et l'industrie 4.0. L'autre cas qu'on voit, c'est, excusez-moi le terme anglais, mais c'est le refitting de machines. Donc, on pourrait prendre, par exemple, une vieille machine de production qui n'est pas intelligente. On va enlever une partie des capteurs qui n'étaient pas intelligents. On va réinstaller des nouveaux capteurs qui vont être connectés à Internet et à des logiciels. Et on va être capable d'amener cette machine-là à un autre niveau. Par exemple, un convoyeur de patates qui va regarder les patates sur le convoyeur puis essayer de sortir les rejets qui sont pas corrects. Avant, c'était souvent par le poids ou par la grosseur. Maintenant, il y aurait moyen avec des capteurs caméra, des capteurs visuels et l'intelligence artificielle de mieux détecter lesquelles patates sont pas bonnes et de les enlever. Donc, ça pourrait être sur une chaîne de production aussi de capter visuellement quelle pièce n'est pas conforme aux standards qualité et d'automatiquement rejeter ces pièces-là pour les ramener dans leur produit brut, pour les ramener après ça à une production initiale. Donc, le refitting de machines par les capteurs, donc l'Internet des objets, on est rendu là. Il y a vraiment là, des technologies qui sont rendues matures, qui permettent d'amener de la vieille machinerie à des nouveaux standards d'aujourd'hui sans avoir à complètement remplacer les machines. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exposants qui étaient là-bas avec ce type de capteur-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des compagnies comme Vention qui étaient sur le podcast, Antoine, qui était Bien justement sûr. là-bas à Fabtech. J'imagine. Exactement. C'est leur secteur, c'est leur core. Et eux, c'est beaucoup en mode capteur, mais un format logiciel, Bien software sûr. as a service en arrière. Donc, on voit cette tendance-là là, qui est vraiment un mix de l'Internet des objets, du logiciel et tout ça qui embarque par la suite pour amener les manufactures à un autre niveau. Il y a une nouvelle réflexion au niveau des modèles d'affaires, de ce que je comprends, parce qu'on s'entend habituellement, et ça avait été une des discussions que j'avais eues avec le CEO de Vention, c'est qu'eux, ils ont un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils sont dans le domaine, on pourrait appeler du hardware, mais ils sont capables également de construire un modèle d'affaires orienté au niveau de ce qu'on voit habituellement dans le software. Donc, cette tendance-là au niveau de la réflexion des modèles d'affaires s'intègre dans ce que tu vois là-bas? Absolument. Absolument. Et une de mes conclusions du FabTech, par contre, c'est que, puis ça va toucher les manufacturiers québécois, canadiens aussi, ce que je vais dire là, c'est ce que je me rends compte, c'est que de la machinerie, c'est sexy, mais pas du logiciel. Pour le même dollar de retour sur investissement, les gens vont avoir le réflexe de le mettre dans la machinerie et non dans le logiciel. Et les gens vont trop souvent négliger le logiciel qui vient avec la machinerie pour bien la faire fonctionner. Et ce qu'on se rend compte pour avoir parlé autant avec des clients qui ont tombé un peu dans cette problématique-là, c'est que la machine, on la voit, elle est physique, elle est là au trade show. Quand on l'amène dans notre usine, puis nos clients ils viennent, on monte la machine, puis là, on est fiers de notre machine, puis on se couche, puis on le sait que le matin, la machine va être là, puis les joueurs, les employés la voient, la machine. Mais le logiciel, pas du tout. C'est tellement intangible qu'on y apporte peu ou pas d'importance. Et c'est souvent là qu'il y a un grand retour sur investissement qui est négligé. Donc, si on regarde sur les 1500 exposants qu'il y avait là-bas, la réalité, c'est qu'il y avait à peu près seulement une cinquantaine de purs exposants en format logiciel. Et c'est souvent là qu'il va y avoir un grand retour sur investissement, mais c'est très négligé à l'heure actuelle. Et là, plus qu'on avance, plus que la machinerie intègre du logiciel et les fabricants de machinerie ne sont pas matures à développer des logiciels, un peu comme les fabricants automobiles où ce que le CEO de Ford disait dernièrement que leur grosse problématique, c'est qu'ils sont bons pour fabriquer du matériel, mais le logiciel comme Tesla fait, ils sont à des années-lumière de ça. Et c'est là que ça coince. Puis je parlais avec des clients puis des intégrateurs et trop souvent, les gens achètent la machine, mais oublient les différents logiciels qu'il faut avoir pour bien faire fonctionner cette machine-là ou pour envoyer la donnée à la machine. Et ils se rendent compte, une fois que la machine est installée sur le plancher, qu'ils sont même pas capables de l'utiliser parce qu'il Et manque là, un logiciel dans la chaîne. et là, je te pose une question, Jonathan, parce qu'habituellement, je sais que chez OpenMind, vous allez
très souvent faire des logiciels sur mesure pour vos clients. Vous allez faire une gestion un petit peu du parc informatique également. Dans une réalité comme ça que toi, tu es capable d'observer, est-ce que spécifiquement, tu sens une opportunité d'affaires ou littéralement venir s'intégrer et bâtir des logiciels sur mesure qui pourraient être achetés par les clients, ça devient un mandat qu'habituellement vous ne faites pas. C'est là que je serais curieux d'en savoir un petit peu plus si vous venez vous intégrer peut-être pour aider à la création du logiciel ou habituellement vous venez en second temps. La première règle qu'on a chez OpenMind, c'est de ne pas réinventer la roue. Donc oui, on fait du développement logiciel sur mesure, mais s'il y a déjà un logiciel qui répond bien aux besoins du client, à un certain pourcentage de ses besoins, une intégration de ces différents logiciels-là est une bonne chose à faire chez le client. Puis c'est un peu ça la problématique qu'on voit présentement, puis ça fait partie d'un article de blog que je vais sortir, c'est qu'il y a un paradoxe présentement dans les manufactures au niveau des logiciels. Une manufacture, pour bien fonctionner, a besoin d'une dizaine de logiciels qui sont souvent des logiciels spécialisés allant de la soumission, la gestion de l'inventaire, la gestion des retails au niveau de la découpe. Ensuite, la gestion de comment bien charger les remorques pour être efficace quand on va les décharger rendus chez le client ou en cours de route en transport. Donc, il y a plein de logiciels qui vont être requis dans l'usine. Et au fur et à mesure qu'on installe ces logiciels-là, on gagne en efficacité, mais on en perd de l'autre côté parce que ces logiciels-là ne se parlent pas. Et c'est trop souvent, une fois qu'on a intégré ces logiciels-là, qu'on se rend compte des limites de ces logiciels-là. Les vendeurs de logiciels vont être bons pour dire que le logiciel fait tout ce qu'on veut qu'il fasse, mais un coup installé dans l'usine puis un coup mis en production, on a trop souvent des limites. Et c'est là qu'on va rentrer en ligne de jeu avec OpenMind. On va faire deux choses. On va interconnecter ces logiciels ensemble, donc on va faire des ponts de données pour que l'information circule dans l'écosystème des logiciels. Et on va ajouter des fonctionnalités sur les logiciels qui ont eu une limitation en ce moment-là, qui empêchent de fonctionner à plein régime dans les organisations. Donc, on arrive vraiment après que ces logiciels-là soient installés, ou du moins quand il y a une certaine maturité. Donc, on interconnecte les systèmes et on débarre des fonctionnalités à ce moment-là. On débloque des fonctionnalités que ces logiciels-là ont comme limite à travers le temps. Donc, on amène les usines à pleine efficacité, pleine automatisation au niveau du côté logiciel. Et c'est là qu'on va intervenir. Le troisième champ d'action qu'on a, c'est quand il y a des vieux logiciels qui sont en application dans une manufacture ou une compagnie de distribution et qu'il n'y a pas de remplaçant aujourd'hui. Exemple, quelqu'un qui aurait développé son propre logiciel sur mesure et qui est rendu tellement tailor-made à ses opérations que transférer un logiciel existant, ça ne vaudrait pas la peine. Et là, on va faire venir une modernisation, on va venir faire une modernisation de ce système-là pour l'amener dans une architecture technologique plus à jour aujourd'hui. Puis la question que je te pose, donc de cette réflexion-là, tu vois que clairement les détaillants qui étaient au salon, on voit c'est plus sexy démontrer des machines que de démontrer des logiciels. Par contre, il y en a certaines de ces entreprises qui ont déjà un logiciel intégré à leur offre de service. Si on regarde habituellement dans ce que tu vois, et clairement, je ne sais pas si tu vas pouvoir avoir la réponse pour nous aujourd'hui, mais habituellement, bon, du logiciel, tu as une marge de profit brut qui va varier entre 85 et 95 des fois. Je n'ai pas assez d'expertise et de connaissances pour m'avancer sur le domaine de la machinerie ou littéralement ce qui va être vendu par les détaillants qui étaient au salon. Habituellement, dans ce que tu vois, est-ce qu'il y a de plus en plus une plus grosse portion de la tarte des revenus des entreprises un petit peu plus sophistiquées dans ta catégorie qui provient de revenus logiciels ou encore une fois, en 2023, et là, je vais utiliser un anglicisme, le lion's share des revenus provient de la vente de machinerie? Si je me fie à ce qu'il y avait au FabTech, définitivement, la majorité des revenus vont dans la machinerie. Et je vais te surprendre, ma perception, puis pour avoir parlé à porte close avec une bonne partie des fabricants logiciels là-bas, il y en a la moitié qui roulent à perte. Donc, ils roulent à perte parce qu'ils sont en mode, on va aller adresser le marché et on investit beaucoup dans la recherche et le développement, beaucoup de dollars qui est investi présentement dans tout ce qui est l'aspect intelligence artificielle, deep learning, qui est ma 5e conclusion du FabTech, des tendances en montée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sous qui est investi par les compagnies de logiciels qui sont backées souvent par des fonds d'investissement ou par des financements externes, que s'ils ne font pas ça, ben il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et ils vont se faire dépasser. Donc, il y a vraiment,
autant du côté matériel que logiciel, il y a des pour, il y a des contre. Moi, ce que je perçois, c'est que les manufacturiers, jusqu'à date, si on se fie à ce qu'on voit au Fabtech, c'est beaucoup plus sexy d'acheter de la machinerie. C'est beaucoup moins en vogue de focusser sur le logiciel. Et pourtant, c'est souvent là qu'il peut y avoir peut-être un gros retour sur investissement au bout de la ligne ou un grand effet de levier. Mais c'est tellement difficile pour les manufacturiers de bien comprendre ça ou de dédier les bonnes ressources au logiciel parce que c'est tellement intangible que le réflexe par défaut, c'est on va aller lever du financement pour acheter de la machinerie, puis on avance comme ça. Là. Mais en même temps, ça fait énormément de sens, j'imagine, Jonathan, parce que dans cette catégorie-là, et à moins que je me trompe, il y a une prime au vainqueur, c'est-à-dire que dans une catégorie précise, j'imagine que les clients vont vouloir s'arracher la machinerie, ils vont pas nécessairement vouloir prendre celle qui est en seconde ou en troisième position. C'est vraiment des types de marchés qui ont une prime au vainqueur. Donc, le surinvestissement qui serait fait en développement de marché ou en recherche et développement, au final, c'est quasiment un investissement défensif, j'imagine, parce que ce sont des types de catégories qui sont très différentes, disons, du service dans lequel toi et moi on opère, où il n'y a pas vraiment de prime au vainqueur. Donc, à moins que je me trompe, j'imagine que c'est des catégories qui se prêtent un petit peu à ce jeu-là. Absolument, mais tu sais, je reviens au côté sexy. Si on fait venir un client dans son usine pour réussir à le convaincre de faire affaire avec nous versus un autre, très difficile de montrer un logiciel, super facile de montrer le gros robot automatisé dans l'usine qui, honnêtement, fonctionne peut-être à 20% de la capacité que le vendeur l'avait vendu. Donc, il y a cet aspect-là. Je n'éligne pas la partie robotisation puis matériel parce qu'il faut le faire dans les usines. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais jusqu'à date, j'ai vu beaucoup, beaucoup de clients dépenser euh, des centaines, voire des millions de dollars dans des robots qui, malheureusement, une fois arrivés sur le plancher, n'avaient pas le réel rendement que le vendeur avait promis. Donc, c'est une problématique au final à ne pas négliger. Là. C'est tellement fascinant. Une industrie que je ne connais aucunement, mais qui me fascine en t'écoutant parler parce que clairement, on se rend compte qu'une entreprise reste une entreprise dans son développement, dans sa mise en marché, mais il y a tellement de nuances d'une organisation à l'autre. Est-ce que tu as d'autres nouvelles pour nous reliées à ton salon ou reliées à ce que tu as vu dans le monde des affaires dans la dernière semaine? Pour le salon, c'est complet, mais quelques petites nouvelles en rafale. Antoine, on avait eu quelques discussions ensemble par rapport à l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre durant la COVID. Et je fais partie d'un regroupement d'une trentaine d'entreprises technologiques au Québec. Et durant la COVID, tout le monde s'arrachait les employés au niveau technologie. Et il y a un nom qui est ressorti, un employeur québécois qui est venu jouer dans tous nos plates-bandes. Et on s'est rendu compte dans une rencontre que sur la trentaine de personnes dans la rencontre en technologie, tout le monde avait perdu des joueurs dans sa propre organisation au détriment d'un grand joueur québécois pour des salaires qui faisaient absolument pas de sens. Ils ont embauché des gens pour des postes qu'on savait clairement que les gens n'étaient pas nécessairement qualifiés pour le faire. Et cet employeur-là venait jouer dans nos plates-bandes parce que c'était télétravail ouvert pour tous. Et là, ils viennent d'annoncer cet employeur-là qui le demandait depuis le 18 septembre un retour de 2 jours par semaine au bureau. Donc, pour ceux qui sont à technologie, ils l'auront peut-être deviné, c'est le mouvement Desjardins qui ont rappelé 7000 employés à Québec et 7000 employés à Montréal pour 2 jours de retour au bureau. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont entre autres en technologie, ne vous surprenez pas si vous recevez beaucoup de CV de gens de chez Desjardins dans les prochaines semaines ou prochains mois. Je pense que ce rappel-là va peut-être créer un retour en arrière de ce qui est arrivé durant la COVID pendant les dernières années derrière nous. Voilà. Intéressant. Intéressant à suivre parce que je me rappelle, tu me le disais, ça avait créé beaucoup de chamboulements dans l'industrie des services technologiques au Québec. Énormément. Et ceux qui sont en technologie vont probablement se rallier à ce que je viens de mentionner là. Je pense pas que c'était leur intention de débalancer complètement le marché de l'emploi en technologie au Québec, mais ça a été le gros joueur là, qui a malheureusement créé pas mal de commotion dans le système ici au Québec. Tout à l'honneur, par contre, de Desjardins d'investir en technologie, parce que je pense qu'il y avait quand même une certaine dette technique due à leur décentralisation dans les dernières décennies. Donc, j'espère là, qu'ils auront réussi à rattraper ce retard-là et j'espère que ça leur fera pas trop mal ce retour-là aux 2 jours par semaine. Mais si je me fie à ce que j'ai vu dans les dernières années, il risque d'avoir un petit exode qui va se concrétiser. Donc, surveillez vos boîtes de courriel de recrutement et il va sûrement avoir quelques CV qui vont rentrer. Autre chose qui a marqué ton imaginaire?
Oui, une belle start-up canadienne qui vient de lever 2,5 millions de financement. Donc, la start-up Mosea qui a pour but de révolutionner la manière dont les Canadiens s'envoient et reçoivent de l'argent de leur père. Donc, ça va être un mix de l'application Splitwise. Je ne sais pas si tu connais Splitwise, Antoine, Ben, de bien ton sûr. côté. Donc, Splitwise étant une petite application qui permet de partager des dépenses dans un groupe. Le gros enjeu de Splitwise, c'est que c'est difficile après de se faire payer par les personnes qui sont dans le groupe parce que la fonctionnalité de paiement est souvent détachée ou du moins pas si bien intégrée. Donc, Mosea va concurrencer en même temps Interac ici au Canada. Donc, va rattacher directement votre compte de banque à un événement qui va être créé pour partager à ce moment-là des frais au final. Donc, 2,5 millions de financement pour cette start-up-là. On leur souhaite beaucoup de succès. Donc, Mosea, Mosea-dev.com. Donc, à suivre dans les prochaines années. On leur souhaite succès et d'autres rondes de financement positives devant nous. Hmm. Et il y a peut-être un dernier point que je voulais mentionner un petit peu avec notre audience, que je t'ai parlé en début de podcast, Jonathan. Monsieur Walter Isaacson, qui est l'auteur des biographies de Steve Jobs, des biographies de Leonardo da Vinci et également de Albert Einstein. Donc, c'est un très grand écrivain, ce Walter Isaacson. Si vous avez lu la biographie de Steve Jobs, vous savez de quoi je parle. C'est de la lecture de haute qualité qui rentre dans les détails, qui rentre dans les coulisses des vies des plus grands créateurs et inventeurs de notre génération et des générations précédentes également. Et bien sûr, Walter Isaacson a sorti cette semaine, donc en date du 19 septembre 2023, c'est maintenant disponible, la biographie d'Elon Musk. Il a suivi Elon Musk dans les 3 dernières années. Il a suivi Elon Musk dans sa réflexion de racheter Twitter. Il a suivi Elon Musk quand il est rentré chez Twitter la première fois. Et en toute transparence, je n'ai pas lu encore. J'attends ma copie et j'ai hâte de vous donner une version complète de ce que j'en ai pensé. Par contre, j'ai lu, ou plutôt j'ai écouté énormément de podcasts de Walter Isaacson qu'il a donné avec Lex Friedman, qu'il a donné à des gros médias américains comme NBC et autres. Et assez fascinant, hein? On s'attend à ça. Mais clairement, je pense que c'est une lecture que vous devez mettre dans votre to-do list. Walter Isaacson a été capable de bien vendre son livre, ou du moins de bien me vendre son livre, et je suis convaincu que ça va en intéresser, en intriguer plus d'un. Il y a plusieurs contenus qui sont déjà sortis que vous êtes capable de lire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui se dit. Mais il faut croire que Elon Musk, dès le départ, quand il était dans sa vingtaine, travaillait fort, demandait aux gens de travailler énormément. Ça le connaissait, ça le connaît encore aujourd'hui. Je vous laisserai vous faire une opinion sur sa réalité, mais clairement, je pense que ça peut être une lecture à garder en tête pour les prochaines semaines pour les gens qui nous écoutent. Et je te lance peut-être le défi de nous faire une petite extraction des 5 moments forts qui t'ont touché peut-être dans la lecture. On pourra en reparler dans un Bien sûr. éventuel podcast. Là. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ce que j'ai entendu au moment où on se parle, c'est Walter Isaacson est capable de rentrer très, très en détail dans le management du temps qu'Elon Musk fait de son propre horaire. Et je pense que tout le monde est fasciné par ça. Comment un être humain est capable de gérer, d'être le CEO de Tesla, de SpaceX, d'être, peut-être qu'il n'y a plus le terme CEO de Twitter ou de X, mais soyons honnêtes, il est derrière à peu près tout ce qui se déroule. Neuralink, XAI maintenant. Bon, et comment il est capable de le faire. Et c'est excessivement intéressant dans la manière que Walter Isaacson explique ça. Il disait, je pensais qu'Elon Musk était un multitasker. Et tout le monde m'a regardé, m'ont dit, non, tu ne comprends pas. Elon Musk n'est pas un multitasker. Et là, le terme qu'il utilisait en anglais, il est un serial tasker. C'est-à-dire qu'il ne va jamais perdre le focus sur 2 tâches qu'il a à faire. Il est excessivement focus, c'est ce que Walter Isaacson explique. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça sur une tâche pendant 1 heure. Il pense absolument à rien d'autre. Il peut être en train de travailler sur Tesla. Il peut y avoir une crise qui est en train de se dérouler avec SpaceX, une crise qui est en train de se dérouler avec Twitter. Sa réflexion, son focus ne bifurque pas. Il se concentre sur cette tâche et par la suite, il enchaîne sur la deuxième tâche, même si c'est dans une catégorie, dans une industrie totalement différente, et il le fait chaque jour. Et c'était très, très intéressant de l'entendre au micro de Lex Friedman expliquer ça, parce que
c'est une des questions que les gens se posent. Comment fait-il? Comment fait-il pour gérer autant au même moment? Bref, on va en savoir un petit peu plus avec le livre, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui, comme moi, étaient intrigués de savoir comment cet homme gère son temps, c'est expliqué dans le livre. Quand tu vas le lire, Antoine, moi, je serais curieux s'il y a un passage qui explique comment il réussit à gérer ses médias sociaux, ou du moins, c'est quoi l'équipe qui est en arrière, parce qu'on s'entend à la quantité de chapeaux que cet homme-là a, c'est impossible qu'il puisse faire autant de posts sur les médias sociaux que ce soit lui réellement qui le fait en arrière. Ça n'a pas de sens. Fait que je serais curieux de voir c'est quoi l'équipe en arrière média qui s'occupe de faire ses posts, ou comment que lui fonctionne pour envoyer des idées qu'eux vont extraire, qu'ils vont mettre sur Twitter, qu'ils vont mettre sur d'autres médias autour. Donc, au bout, on pense que c'est lui, là, mais je suis convaincu que c'est pas lui, parce que ça n'a pas de sens. Avec l'horaire chargé qu'il a, il peut pas être autant focus sur des tâches puis envoyer autant de tweets dans une journée. Tu serais surpris, mais effectivement, il doit y avoir de l'aide, mais il y a une nouvelle règle qui était dit à X, pas de tweet après 3 heures AM. Bref, je pense que si les gens veulent du contenu croustillant, aller lire le tout. Un homme fascinant, un homme qui fait continuellement le tour des nouvelles. Il est au centre de l'échiquier mondial, hein? C'est sorti récemment, puis on pourra peut-être mettre des liens dans les notes de l'épisode, mais il y avait une contre-offensive qui était faite par les forces ukrainiennes dans la guerre en Russie. Et la seule manière que cette contre-offensive pouvait se terminer sous une attaque précise d'une journée précise, c'était si euh, les Ukrainiens pouvaient avoir l'Internet à ce moment-là. Et Elon Musk dit dans une interview, si je leur donne Internet à ce moment-là, on va vivre un Pearl Harbor comme on a vécu dans les années 40, et on sait ce qui s'est déroulé après Pearl Harbor. Il y a eu les attaques nucléaires contre le Japon. Il expliquait ça. Et finalement, il a décidé de ne pas leur donner Internet pour ne pas qu'ils puissent faire cette attaque-là contre les Russes. Et là, quand tu l'écoutes et tu te rends compte que c'est pas un chef de pays, c'est pas un président qui a pris cette décision-là. C'est un homme d'affaires. Donc, il est continuellement au centre de l'échiquier mondial sur un paquet de sujets distincts. Et c'est à se demander comment fait-il pour gérer tout ça en même temps. Bref, un livre que j'ai hâte de lire, j'ai hâte de vous donner mon avis, et je vous encourage également à peut-être aller jeter un coup d'œil, parce que je pense que c'est peut-être le plus grand inventeur entrepreneur de notre génération, et quelqu'un qui l'a suivi au jour le jour dans les 3 dernières années a certainement des anecdotes croustillantes à nous partager. Et j'ai hâte de voir, il a tweeté dans les dernières journées qu'il y aurait maintenant 550 millions d'usagers actifs journaliers sur Twitter, alors quand il l'a acheté, c'était dans les 200 quelques millions. Oh wow! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'en doute, honnêtement, avec toute la controverse qu'il y a eu, puis Meta qui est rentré un peu dans le marché, qui était grigé un peu de part de marché. Je serais très surpris que ça allait doubler. C'est des chiffres qui sont pas publics à l'heure actuelle. Ça vient simplement de son dire à lui. Donc, à suivre devant nous. Ça va être toujours impressionnant de suivre ce fameux Elon. Bien sûr. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous encore une fois. Des informations assez pertinentes du salon FabTech où tu étais la semaine dernière. C'est la raison d'ailleurs pour qu'on n'avait pas eu de podcast Discussion d'affaires. Donc, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.